3, 2, 1. Bonjour ou rebonjour à tous. Merci à vous d'être présents pour cette deuxième conférence de la journée sur ce salon Cyclo Grand Est, une conférence pilotée par la région Grand Est. Je vous invite à nous rejoindre. N'hésitez pas, nous allons parler ce matin du changement climatique, sujet qui nous concerne tous bien sûr, en particulier les acteurs du domaine de l'eau que l'on retrouve sur ce salon. En effet, ce réchauffement climatique affecte bien évidemment les milieux naturels, mais aussi les populations, les infrastructures, les économies. Si le phénomène est global, les conséquences ne seront pas les mêmes selon les territoires, d'où l'importance d'étudier et de qualifier ce bouleversement majeur à différentes échelles géographiques. Alors, qu'en est-il au niveau de la région Grand Est? Quel sera l'avenir climatique de ce territoire et quelles seront les conséquences du changement climatique sur les ressources, les populations, les activités de la région? On va balayer tout ça. Aujourd'hui, c'est justement ce qu'a souhaité savoir l'institution, donc la région Grand Est. Elle a mené une grande étude de vulnérabilité que nous allons détailler avec vous. Lionel Grèce, vous êtes chef du service eau et changement climatique à la direction de l'eau, de la biodiversité et du climat à la région Grand Est. Je reprends mon souffle. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet et pour détailler cette étude. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités et d'avoir nous offert cette possibilité de vous présenter de cette étude toute fraîche qui a été présentée aux élus le 14 avril dernier. Avec grand plaisir. On est ravis d'avoir la deuxième exclusivité. On va rentrer dans le détail dans quelques instants. Donc cette étude, on l'a dit, fait le point sur les différentes vulnérabilités de la région Grand Est face au changement climatique, sur les impacts de celui-ci actuel et à prévoir. On va aussi être dans la prospective. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous avez mené cette étude? Oui, je pense que ce qui est important, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce que malheureusement, le changement climatique, on l'observe déjà, on observe des phénomènes. On a des années qui avant étaient exceptionnelles, deviennent de plus en plus régulières. Et donc, on a souhaité objectiver. On a souhaité objectiver les constats, apporter un diagnostic pour le partager, pour communiquer. Et c'est tout l'intérêt, et c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir être présent aujourd'hui, pour pouvoir partager cette vision auprès de professionnels, comme dans ce type de salon à Cyclo, mais aussi de pouvoir aussi communiquer auprès d'acteurs non professionnels de l'eau. Aussi, l'objectif va être de présenter ça aux acteurs de la santé, aux acteurs industriels, à tous les partenaires dans le territoire. On souhaite vulgariser ces résultats. Alors vous allez le voir, hein, je ne vais pas vendre du rêve à un moment, ça va être assez triste comme constat. En tout cas, c'est un constat qui se veut objectif, mais c'est aussi l'objectif d'accélérer le passage à l'acte, passer à l'action pour pouvoir avancer ensemble et d'aller sur une action, de trouver, construire chacun nos moyens d'action. Objectiver, pardon, je vous demande. Oui. Parce qu'il y a encore des sceptiques? On n'imagine pas sur le salon, mais vous rencontrez encore dans certains domaines d'activité des gens à qui il faut produire encore de la donnée précise? Oui, on en rencontre beaucoup et souvent on se dit le changement climatique c'est ailleurs, c'est pas chez moi. On a tous la vision aussi, et c'est dramatique sur la perte, la fonte des neiges sur les pôles, dans les Alpes, c'est pas loin de chez nous, mais on se dit c'est dans les Alpes, ça nous touche pas, mais si, ça nous touche. Et l'objectif, c'était de montrer comment est-ce que dans notre quotidien, vous l'avez bien souligné, c'est dans notre quotidien, dans notre cadre de vie dans le Grand Est, comment ce changement climatique va se concrétiser. Pour ça, on a regardé les aléas climatiques. Vous les avez à l'écran, je ne vais pas vous les nommer. C'est effectivement de regarder tous ces aléas, de voir quel est l'impact sur les ressources, que ce soit l'eau, la biodiversité, la qualité de l'air, et de confronter ça à notre quotidien, à notre cadre de vie, à cette population. Donc ça, c'est de la donnée que vous aviez ou que vous êtes allé chercher, collecter. Elle existe, toute cette donnée-là? Voilà, c'est de l'étude biblio. On n'a pas recréé de la donnée pour ce volet, mais on a repris de la biblio, on a regardé l'existant, et puis voilà, un point pour illustrer ce changement, c'est l'augmentation des températures qu'on observe assez bien sur ce graphique. Alors là, on est sur une moyenne lissée sur 10 ans, donc ça permet d'effacer un peu les années exceptionnelles, et on voit bien comment le climat de Strasbourg
actuellement à rattraper celui de Lyon en 1940 à peu près, quoi. Et donc on est sur, même si on observe des cycles, hein, ce n'est bien sûr pas linéaire, on voit quand même la tendance de fond de l'évolution de ces températures, et j'aurai l'occasion d'en reparler après. Avec voilà, c'est les phénomènes de chaleur qu'on observe et qui se multiplient. Vous avez malheureusement, on voit les records sur la partie droite, les records saisonniers en termes de température. Voilà, il y en avait l'été, c'était en 1959, et après, les derniers, ils sont en 2003, 2015, 2018. Donc on observe ce volet-là, la même chose pour l'automne et pour l'hiver. Le constat est malheureusement là. Donc l'idée, c'était effectivement de l'objectiver et de voir comment est-ce que ces données vont impacter sur notre quotidien. Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. On parle de plus 1,5 degré, ou voilà, c'est un peu abstrait, on se dit bon, plus 1,5. Oui, voilà, c'est ça. Plus 1,5, ça ne veut pas forcément dire grand-chose dans notre quotidien. Eh ben, on a essayé d'objectiver, de voir quelles pouvaient être ces données. Donc, par exemple, la température moyenne, ce sera un peu plus. Hein. Dans le Grand Est, c'est plus 1,7, mais là encore, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais les vagues de chaleur, avant, une vague de chaleur, la durée moyenne, elle était de 10 jours. Dans le futur, entre 2040 et 2070, elle va durer 22 jours de plus. Ce n'est pas 22 jours au total, c'est plus 22 jours sur les vagues de chaleur. Donc c'est une trentaine de jours par an, voilà, en moyenne de vagues de chaleur. Et ça, c'est des choses effectivement qu'on observe et qui vont impacter notre quotidien. La même chose, on aura moins, alors à contrario, on aura moins de vagues de froid. Alors on peut se dire, c'est super, il va faire moins froid. Sauf que les cycles naturels ont aussi besoin de ces vagues de froid pour survivre. Une activité économique, j'aurai l'occasion d'en parler, mais c'est le nombre de jours de gel. Qui vont forcément baisser, on va avoir moins de neige dans les Vosges. Dans le Grand Est, on a encore une activité hivernale intéressante, importante, et elle va être clairement aussi impactée par ce volet. N'hésitez pas à nous détailler des points importants, parce qu'il y a beaucoup d'informations à nous extraire, la donnée à retenir. Ouais, je pense que ce qui est un des volets, c'est effectivement de voir le territoire va être en tension l'été. Donc ça, c'est observé. Vous avez là une cartographie des territoires qui vont être le plus en tension, les territoires en secteur en tension très forte, fort et significatif. Là, c'est des déséquilibres. Ça veut dire un territoire où on va consommer plus d'eau que ce qui ne rentre. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a déjà des territoires où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais on a déjà fait les efforts, on consomme que ce qu'il y a et pas plus. Donc on va avoir vraiment ce volet, et cette cartographie montre bien aussi, vous avez les petits points sur cette carte, vous ne voyez pas le pictogramme, mais vous voyez bien ces petits points blancs, ce sont les campings. Ce sont tout simplement aussi les campings dans le Grand Est, où les gens vont l'été, c'est une activité touristique aussi importante du territoire, qui confirme aussi notre attrait. Ces campings, on voit, sont situés aussi dans des endroits en tension, au moment où, quand on est en vacances, il fait chaud, on a envie aussi d'avoir cette recherche de fraîcheur. Et donc, on va aussi avoir une augmentation de ses besoins en eau, alors que le bilan global sur le territoire est déjà compliqué, quoi. Donc là, pour résumer, c'est autour des grandes agglomérations, c'est ça, si je ne me trompe pas, parce que je ne connais pas aussi bien la région que vous. Non, c'est certain. Alors, pas forcément, non. C'est alors paradoxalement, un des endroits où on a un phénomène en tension, c'est sur les Vosges. On voit les campings, pas mal de campings dans les Vosges. Et les Vosges, il pleut au maximum, pour ceux qui sont du Grand Est, il pleut au maximum 2 mètres, on le sait, 2 mètres d'eau par an. Sur les sommets vosgiens, et c'est des endroits où on a des problèmes de quantité d'eau à l'année, tout simplement parce que l'eau elle tombe et elle part. Et la région Grand Est, je ne l'ai pas encore dit, mais on est souvent considéré comme un château d'eau de l'Europe. On a le Rhin qui passe, la Meuse et la Moselle qui partent de chez nous, on a la Seine qui nous traverse, et donc on fournit beaucoup d'eau, on est en tête de bassin de plusieurs bassins, mais paradoxalement on a beaucoup d'eau à un moment, mais comme il y a peu d'eau qui peut rentrer dans les sols, notamment dans les Vosges, ce sont des secteurs en tension. Cumulé aussi sur ce volet, il va y avoir aussi une augmentation de température des lacs et des rivières, qui intervient forcément au plus mauvais moment, ce moment où on a le moins d'eau, au moment où aussi pour les lacs, les personnes vont avoir le plus envie d'aller se rafraîchir et d'avoir recours à ce plaisir estival d'aller se baigner, cette recherche de fraîcheur. Donc les étiages, on l'a vu, vont être plus bas.
globalement. Oui, Et peut-être que j'anticipe parce que j'ai plus en tête exactement le déroulé de vos slides, mais on sait aussi qu'avec la température qui augmente, les prélèvements, parce que la Bien sûr. consommation augmente également. Tout à fait. La température va augmenter et puis on le verra par après. Effectivement, on va aussi avoir une augmentation des besoins en eau au moment où on en a le moins besoin, on en a le moins. Donc c'est un peu cette difficulté-là. Bien entendu aussi, on a regardé quel était l'impact de l'eau sur la biodiversité. Et donc, on a quand même une érosion massive de la biodiversité dans le Grand Est. C'est un sujet qui est préoccupant. On perd beaucoup de prairies permanentes, alors que les prairies, effectivement, permettent à la fois de stocker de l'eau, de stocker du carbone et d'avoir aussi un effet de ralentissement lors des phénomènes d'inondation. Donc, il est important de pouvoir travailler pour inverser cette tendance. Et il faut éviter aussi la maladaptation, être prudent lorsque dans la gestion sylvicole, un sujet, on l'observe tous dans les forêts, de voir le dépérissement des forêts, mais il faut être vigilant par rapport à l'introduction d'espèces allochtones. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est pas plutôt des espèces du territoire qui ont déjà commencé leur mutation génétique pour être adaptées? En tout cas, tous ces sujets sont des sujets sur lesquels il faut pouvoir se concentrer et travailler. De la même manière, alors, vous avez sur cette cartographie qui est assez intéressante, et je ne pensais pas qu'on aurait cette cartographie dans la vulnérabilité par rapport au changement climatique, c'est la cartographie des territoires où les logements, selon les logements les plus énergivores, classés EF ou G dans les DPE. Les passoires énergétiques. Les passoires énergétiques. Voilà, alors on y pense tous pour l'hiver, oui. parce qu'effectivement on l'observe sur notre facture de consommation énergétique, dans les objectifs aussi du gouvernement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, dans les difficultés de l'approvisionnement qu'on peut connaître ou qu'on a pu connaître, mais ce sont aussi des logements qui sont fragiles par rapport à la température, effectivement. Donc de se dire maintenant, on va isoler son logement, mais on va l'isoler pour l'hiver, mais il faut aussi pouvoir avoir une construction pour isoler son logement pour l'été, pour garantir un confort estival. Là encore, attention à la maladaptation. Si la solution c'est la clim, on va recréer du problème là où il y en a. Et donc il y a un vrai enjeu aussi de travailler sur ce volet, d'accompagner les logements mal isolés dans cette double optique d'économie d'énergie et de résilience par rapport à l'été. Peut-être question piège, mais pourquoi une telle différence, un contraste territorial comme vous l'inscrivez entre l'Est et l'Ouest? Ouais, bonne question. Parce piège. qu'on me l'a déjà posé. Je m'étais dit, il faut que je regarde et j'ai toujours pas regardé. Non, je pense aussi que c'est lié à l'historique des territoires. On a des territoires qui ont une histoire plus riche, plus industrielle et plus dense, où les travaux ont pu être faits, et puis d'autres où il y a encore beaucoup de travaux à faire. De la même manière, notre cadre de vie, donc là on était assez macro, dans notre quotidien, en milieu urbain notamment, on va être soumis à des canicules et des vagues de chaleur. En ville, il va falloir qu'on se mette en ordre de bataille pour travailler sur la lutte contre les îlots de chaleur, puisqu'on observe, je pense que vous l'avez aussi tous observé en vous promenant en ville, la différence de température lorsqu'on est dans un parc et qu'on va dans une rue ou sur une place très minéralisée. Voilà, il va falloir pouvoir travailler sur ces sujets-là pour pouvoir garantir le bien-être des personnes, toujours en évitant, parce que l'augmentation des îlots de chaleur, on va avoir besoin de plus de rafraîchissement. On va se rafraîchir par quoi? Par des consommations d'eau supplémentaires, par éventuellement de la clim. Donc tout ce travail aussi va être à mener. Alors un volet qui est quand même important, effectivement, c'est de voir quel va être l'impact des inondations. Cette étude aussi nous a permis de caractériser ces inondations, de voir quel va être le futur. Et c'est le premier poste, les inondations dans le Grand Est sont le premier poste d'indemnisation. Elles concernent 20% de la surface du bâti. Et puis, dans les projections, on
on a identifié qu'environ 15% d'emprises supplémentaires pourraient être inondées dans les années futures, avec une augmentation de l'intensité des crues. Ce qu'on a aussi souhaité, je pense que c'est important, on n'inonde pas que des logements, c'est dramatique d'inonder des logements, je ne dis pas le contraire, mais on peut aussi inonder notamment des entreprises et des emplois, donc il y a des impacts aussi économiques associés qui peuvent être très forts, et on a aussi fait ce travail, je crois que ce n'est pas présenté dans ce PowerPoint, mais de manière plus précise aussi, sur les établissements de santé, parce qu'il faut aussi pouvoir garantir l'accès aux établissements de santé pendant les périodes d'inondation. Donc là aussi, c'est un sujet qu'on a souhaité aborder dans cette étude pour sensibiliser les acteurs. Donc en 2050, la projection, plus 15% d'emprises. On était sur les entreprises. D'emprises inondées. Tout à fait. OK. Sur les mouvements de terrain. Oui, les mouvements de terrain. Alors, c'est encore peu appréhendé, en tout cas pour nous, région, on l'avait peu appréhendé, ce sujet. C'était de voir comment le retrait gonflement d'argile peuvent avoir une influence avec ce changement climatique. Et donc, on a identifié, effectivement, 46% du bâti, de la surface du bâti, sont sur un aléa fort ou moyen. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, il y a un vrai travail à faire d'information, d'anticipation, tout simplement, notamment pour les établissements de tourisme, mais les établissements de santé également, pour les sites industriels, les sites de production énergétique, pour pouvoir analyser ce phénomène, l'anticiper, le suivre. Alors, ce n'est pas un phénomène rapide, c'est un phénomène qui est plutôt lent, mais c'est important de l'intégrer. De la même manière, alors là aussi on touche le sujet très spécifique de Cyclo. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le SDEA, qui est le syndicat des eaux du nord de l'Alsace et de la Sarre, sur ce volet, on arrive maintenant aussi à des cases de réseau estivales. Avant, on avait des cases de réseau d'alimentation d'eau potable plutôt hivernales liées au gel. Maintenant, on peut avoir des cases de réseau estivales liées au retrait-gonflement d'argile. L'impact, c'est que potentiellement, on peut casser du réseau au moment où on va avoir besoin d'eau, au moment où on est en tension quantitative de l'eau. Et donc, l'enjeu, effectivement, va être de travailler, encore une fois, sur la bonne connaissance du réseau, le renouvellement du réseau, et anticiper ce risque pour ne pas rajouter un aléa à l'aléa. C'est une problématique qui est un peu récente et un peu nouvelle, celle-là, que vous n'aviez pas... on ne l'avait pas dans les scopes, et c'est vraiment cette étude qui nous a apporté cette information. Dans les températures... On a souhaité aussi cartographier les augmentations de température et il y avait une cartographie qu'on pouvait faire qui était par rapport à la population. On estime qu'au-delà de 75 ans, les personnes commencent à être sensibles aux augmentations de température, aux vagues de chaleur de plus de 25 degrés en moyenne. Et donc, on a identifié qu'il y a 10% de la population qui est située qui est concernée par ce risque pour la santé humaine lié à la température. Et puis, lors d'un séminaire qui a eu lieu au Conseil régional, un médecin membre du GIEC a pu aussi nous apporter sa vision et nous indiquer ce qui n'est pas cartographié, mais c'est aussi toutes les personnes qui sont en insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, toutes les personnes qui sont fragiles, ainsi que les nourrissons, vont être sensibles à ce phénomène d'augmentation des températures. Et je le mentionnais avant, c'est aussi pour le risque pour les établissements de santé et l'offre de soins par rapport au risque retrait gonflement d'argile et au risque inondation. C'est comment est-ce qu'on peut intégrer et transférer cette culture du risque pour ces établissements pour qu'ils puissent s'adapter. Les transports. Donc là, on est en train de balayer effectivement toutes les thématiques qu'on évoquait tout à l'heure et de bien comprendre que ça touche absolument tous les secteurs de notre vie quotidienne. Exactement, c'est le quotidien. C'est malheureusement, c'est essayer de traduire dans le quotidien quel pourra être ce changement. Les voies ferrées et les routes ont une forte sensibilité aussi aux augmentations de température. Pour les voies ferrées, c'est notamment lié à la dilatation des rails et on pourrait avoir des ralentissements qui vont mécaniquement réduire l'offre de transport en commun. On pourrait penser que c'est anecdotique, mais
c'est quand même très important et de plus en plus, c'est l'usage du vélo. Surtout chez vous, ici à Strasbourg. Voilà, on est dans un territoire où il y a vraiment une belle utilisation du vélo et il y a une vraie démarche. La région a lancé un plan vélo et l'objectif, c'est vraiment de travailler à plus utiliser le vélo, mais au-delà de 27-28 degrés, ça baisse fortement parce que tout simplement, il y a un inconfort lié à l'augmentation des températures. Pour les grands axes routiers, il y a le risque inondation, bien sûr, qui est travaillé. Et puis, sur le volet sécheresse, manque d'eau, on est aussi une région qui a la chance d'avoir l'axe rhénan et l'axe mosellan sur du transport fluvial. Et on va se retrouver à un moment avec des réductions de tonnage sur le transport fluvial, à un moment où il est arrivé que le coût du transport était supérieur au coût de la matière transportée. Et donc, si on restait sur le fluvial, et donc on a un report du coût du transport sur la route, ce qui va avoir une accentuation des émissions de gaz à effet de serre et avoir un effet contre-productif. Tous les effets en cascade, effectivement, de ce réchauffement climatique. De la même manière, l'énergie qui est un sujet important. La région, on a la chance d'avoir une production nucléaire sur le territoire qui permet d'avoir une fourniture électrique, sauf qu'il y a des risques d'arrêt de production en période de canicule parce qu'il faut pouvoir refroidir ces centrales, il faut avoir la capacité. En période d'étiage, c'est compliqué. Il faut avoir la quantité d'eau et la température de l'eau qui est importante dans ce volet-là. De la même manière, l'hydraulique, moins d'eau dans les cours d'eau, forcément on va avoir moins de production hydraulique, alors que, encore une fois, dans le Grand Est, on a la chance d'avoir une belle production d'hydroélectricité. Et un volet là aussi qui avait été une découverte, c'est le photovoltaïque. On a une baisse de rendement, on perd 0,45% par degré supplémentaire au-delà de 25 degrés. Et voilà, c'est des effets qui vont se cumuler sur cette production énergétique. Ça veut dire que la chaleur peut faire baisser la production des centrales, paradoxalement. Alors la chaleur va augmenter la température de l'eau. Et pour refroidir les centrales, il faudra plus d'eau. Je pensais au photovoltaïque. Alors, le photovoltaïque, c'est tout simplement sur les panneaux qui vont... les panneaux photovoltaïques vont avoir une baisse de productivité au-delà de 25 degrés. Ok. L'alimentation en eau potable était un sujet qu'on connaissait en termes de sécurisation, n'était pas une grande inquiétude encore ces dernières années. L'an dernier, la région... quand elle a lancé cette étude sur la vulnérabilité, effectivement, on a observé qu'il y avait, sur l'été 2022, 115 communes dans le territoire qui étaient en situation dégradée, qualité ou quantité de l'alimentation en eau potable, suivie par l'ARS de manière un peu plus précise, et dont 38 qui, à un moment ou à un autre, ont été alimentées par un camion-citerne. Est-ce que c'était inédit ? Alors c'est assez nouveau quand même. Alors c'est pas inédit parce que ça s'était déjà produit, mais dans ces quantités-là, c'est quand même des choses assez nouvelles. Et puis on observe encore une fois sur les points qui sont sur la droite, un peu sur le côté est de la carte, sur les Vosges. C'est des endroits où il pleut 2000 mm par an. C'est le paradoxe aussi de cette disponibilité de l'eau dans l'année. De la même manière, il y a bien sûr l'impact de la quantité d'eau sur les productions agricoles, avec à la fois la quantité d'eau et l'augmentation des chaleurs. Il y a des baisses de rendement. Bien sûr. On a un stress hydrique pour les grandes cultures lorsqu'elles ne peuvent pas être irriguées. On a la culture de la pomme de terre ou de la betterave qui, au-delà de 30 degrés, ne se développe plus. Pour la viticulture, qui est quand même une activité agricole emblématique de notre territoire, on peut avoir une baisse de rendement et de quantité, avec une modification aussi de la typicité des vins qui pourrait être possible. Donc il y a tout un suivi qui est mis en place à ce niveau-là. Je ne l'ai pas mentionné, mais aussi c'est le changement de climat peut aussi susciter ce gel printanier, ce risque de gel printanier plus accru, où tout simplement la nature et l'agriculture va redémarrer, et puis le gel peut avoir printanier peut avoir des conséquences importantes sur la production agricole. Et de la même manière, l'élevage
avec l'impact sur le bien-être des animaux qui ont besoin d'eau et d'ombre pour leur production, et puis aussi la croissance ralentie de l'herbe, hein, tout simplement, qui crée une insécurité fourragère sur le territoire. Et on sait aussi pour tous les types d'agriculture que les phénomènes climatiques extrêmes sont amenés aussi à se développer, que ce soit la grêle, on l'a vu dans le Pays Basque cette Oui. nuit. Voilà. Il peut y avoir aussi, au-delà des épisodes de gel tardif, des épisodes comment dire, voilà, de grêle qui D'épisodes peuvent extrêmes, oui. Alors venir malheureusement, embêter les productions. oui, malheureusement, alors, enfin pas malheureusement. Alors, ce sont des choses qu'on a encore un peu de mal à quantifier. Mais effectivement, il y a bien sûr ce risque de phénomène extrême qui va s'accentuer. Et je le mentionnais précédemment sur les forêts, avec effectivement les dégâts qui sont causés par les scolites sur les forêts, plus sensibles liés au stress hydrique, donc plus sensibles aux espèces parasites. Et puis en 2020, il y a un tiers du bois qui a été récolté, qui était dépérissant, et c'est un vrai impact fort sur une activité, sur une filière du Grand Est qui est importante et qui a voilà, on a le chiffre 80 millions d'euros de dégâts économiques sur cette filière. D'accord. Pour nos industries, c'est également l'idée, c'est effectivement de travailler, de voir quel va être l'impact du changement climatique sur l'activité industrielle dans le territoire. Bien entendu, il va y avoir l'effet de calicule qui va avoir augmenté les coûts énergétiques de rafraîchissement, mais également tout simplement aussi sur la productivité des agents, des salariés de ces entreprises. Voilà, quand il y a un phénomène de canicule, on est un peu moins productif. C'est dans la nature humaine aussi. Ce volet-là, il y a le manque d'eau, de vérifier qu'on a bien la quantité d'eau nécessaire. J'ai eu l'occasion de discuter avec une entreprise l'an dernier. Ils mesuraient leur consommation, ils la suivaient au mètre cube pour respecter leurs obligations environnementales. Et pour pouvoir continuer l'activité, le directeur m'avait expliqué que si jamais il devait arrêter l'activité, il mettait 6 mois à redémarrer l'activité après un stop, et c'était mettre la clé sous la porte, quoi. Donc l'enjeu était fondamental sur cette ressource en eau pour les entreprises. Et de même, l'idée, c'est effectivement d'identifier les entreprises, notamment Seveso, qui sont dans les territoires à inondation, pour pouvoir anticiper ce risque. Les plus sensibles. Exactement. Dans le tourisme, voilà, j'en parlais un peu avant avec les campings, mais ce changement climatique va aussi avoir une baisse d'attractivité estivale sur certains territoires où il va faire chaud, notamment les territoires urbains. Il va y avoir des flux qui vont se réorienter. Alors c'est pas mal pour les endroits en capacité d'accueillir. On va retrouver en petite et moyenne montagne, le long notamment des plans d'eau également, mais il va falloir faire attention entre ces espaces naturels et les conflits d'usage, parce que les espaces naturels, c'est important aussi de pouvoir les préserver. Et les zones de forêt, malheureusement, on a déjà vécu le premier incendie dans les Vosges il y a quelques jours. Il y a l'augmentation du risque incendie qui est accru dans les forêts. Pour les plans d'eau, bien sûr, il y a la baisse des niveaux, mais aussi la fréquentation accrue qui va avoir l'impact sur la forêt, sur l'eau, avec les impacts sanitaires et sur la baignade potentielle. Bien sûr. Le ski, les activités hivernales, le tourisme hivernal, j'en avais parlé effectivement. Vous avez sur le graphique en bas, c'est les perspectives d'enneigement dans les Vosges selon les scénarios climatiques. Et puis, voilà, 2100, il y aura peut-être plus de neige dans les Vosges, ou plus que quelques jours. Donc ça suppose maintenant de travailler sur comment est-ce qu'on va construire le futur, comment est-ce qu'on construit cette activité, comment est-ce qu'on construit l'attractivité de ce territoire.
Et à ce titre-là, la région, avec le commissariat de massif, a lancé une étude qu'on appelle une étude Climsnow, qui a été appliquée dans les Alpes, pour justement voir de manière un peu plus fine comment va se dérouler l'enneigement dans le territoire et dans les Vosges, et de pouvoir travailler avec les acteurs touristiques du territoire pour y répondre. Trouver des activités alternatives, il faut Voilà. changer de modèle. Voilà, il faut construire peut-être quelque chose de nouveau. Donc en résumé, ce changement climatique, alors voilà, je vous avais prévenu, je vous ai malheureusement pas vendu du rêve et quelque chose de très optimiste, mais c'est important de prendre conscience pour après pouvoir s'adapter. Les deux risques majeurs, c'est les vagues de chaleur. À la fois avec des effets directs sur la santé, sur les transports, mais aussi des effets indirects qu'on peut avoir. Et puis le manque d'eau. Le manque d'eau estival. Alors je crois que je ne l'ai pas mentionné pendant ma présentation. Ça va faire de toute façon, ça va être juste après. On va parler d'une étude besoins-ressources. On va détailler un peu mais le secteur à de l'eau. l'année, on va avoir autant d'eau à l'année, en 2050, 2070, on devrait avoir à peu près la même quantité d'eau, voire un peu plus à l'année. Le problème va être sa répartition durant l'année, et donc ce manque d'eau pendant plusieurs mois, cette période estivale, au moment où on en a le plus besoin. Ça veut dire qu'elle va tomber dans des épisodes, encore une fois, extrêmes, en quantité énorme, sur un temps très limité. Alors, est-ce que c'est extrême ? C'est difficilement évaluable, mais en tout cas, elle va être plus concentrée dans l'année. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'au moment où elle tombe, elle va être encore en capacité de recharger les nappes phréatiques, les milieux humides, tous ces espaces de stockage naturel qu'on peut avoir dans le territoire. Oui. Bon, je ne sais pas si on vous remercie pour cette présentation, parce que c'est difficile de voir les réalités. Si on vous remercie évidemment, mais on sait, vous l'avez dit, que tout est lié. Mais on va faire un focus sur l'eau, puisque nous sommes sur Cyclo, et sur votre étude que vous avez menée. Oui, je pense que justement, c'était quand on a discuté de cette conférence, je pense qu'il faut aussi montrer que les choses sont possibles. Et les choses sont possibles. La région, on avait mené, avant cette étude de vulnérabilité, on avait mené une étude globale à l'échelle régionale sur les besoins et les ressources en eau dans le territoire. Là encore, c'était quelque chose qui était c'est assez innovant. À ma connaissance, il n'y a pas de région qui l'a fait à l'échelle régionale, avec un objectif de voir comment est-ce qu'on peut prioriser et anticiper, se donner les moyens de voir dans les territoires quels sont les territoires impactés, les activités exposées, et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour construire une solution qui s'appuie sur des choix pérennes et adaptés. Les solutions, elles ne sont pas uniques à l'échelle du territoire Grand Est, elles se construisent dans les territoires, avec les spécificités des territoires, et aussi de poser à un moment des diagnostics et d'évaluer des solutions sans a priori, sans dogmatisme. Je pense que c'est important aussi. Voilà, il y a des événements dans l'actualité qui des fois défraient la chronique. On a des fois des idées préconçues. L'idée, c'est de ne pas avoir d'idées préconçues, c'est de se poser les questions, de voir la faisabilité de l'ensemble des solutions. Et puis si c'est faisable, c'est très bien. Si ce n'est pas faisable, c'est justement les études de faisabilité pour voir si c'est économiquement, socialement, environnementalement acceptable, sont là pour ça aussi, pour objectiver et construire une vision commune dans ce territoire. Alors cette étude, sur la gauche, c'est les données un peu techniques, mais elle s'est construite en deux étapes. La première, c'est qu'on a fait une vision globale à l'échelle du Grand Est et divisé la région en 35 sous-ensembles hydrologiquement homogènes. On a établi des bilans, on les a définis, on a évalué les ressources disponibles, on a établi les bilans sur ces ressources, et après on a fait un travail à l'échelle de zones en tension. Alors il n'y en a pas 10, j'aurais dû changer le PowerPoint, on l'a fait sur 12, de voir sur des zones qui étaient un peu caractéristiques. On n'a pas pu le faire sur les 35 parce que ça coûtait beaucoup d'argent aussi, et puis c'était chronophage. Mais déjà sur 12 qui étaient représentatives, de modéliser plus finement le travail sur les besoins et les ressources en eau du territoire, d'estimer aussi quelles pouvaient être les économies et les économies réalisables, de voir les activités impactées aussi par ces économies et par ces risques d'alimentation en eau d'absence d'eau, et de construire ensemble des propositions de solutions. Parce que l'objectif, c'était de mettre en place des ateliers territoriaux pour partager un diagnostic et après construire ensemble des solutions.
Pour ça, on s'est appuyé, alors c'est des choses assez classiques, hein. On a tout simplement regardé tous les prélèvements qui sont à l'échelle du territoire. On a aussi regardé, c'est important, tous les rejets, hein, que ce soit les assainissements collectifs, les assainissements non collectifs, les pertes des réseaux en alimentation en eau potable, les rejets industriels, pardon, les lâchers des plans d'eau. Voilà, on a vraiment fait ce bilan, ce qui me permet de me faire un petit zoom, c'est la réutilisation, hein, ce qui est un sujet fort Oui, qui fait beaucoup parler. Soyons vigilants, effectivement, lorsqu'on réutilise de l'eau, est-ce que c'est de l'eau qu'on soustrait au cours d'eau au moment où le cours d'eau en a besoin? Ça s'anticipe et c'est quelque chose à prendre en compte. Un rejet n'est pas forcément inintéressant pour le milieu parce qu'il y a certains rejets qui vont tout simplement permettre d'assurer un débit minimum pour les cours d'eau. Donc on a défini 35 zones homogènes. Alors vous vous doutez bien, un tas d'experts se sont mis autour de la table. Il y avait bien sûr la région, il y avait les services de l'État, il y avait les agences de l'eau. Donc voilà, il y en a beaucoup dans le domaine de l'eau. Il y en a beaucoup et ça permet, et c'est intéressant parce que ça permet de confronter les points de vue et d'avoir toujours d'éviter des idées préconçues et de toujours de travailler dans la concertation. Donc on a découpé le territoire et on a fait ce travail sur ces zones. Et donc c'est sur le site Biodiversité Grand Est qu'on trouve l'ensemble de ces données. On a caractérisé ces zones. On a fait un atlas, alors c'est assez habituel dans ce genre d'études, hein. On a évalué, caractérisé ces zones, après évalué toutes les consommations, évalué tous les rejets. Tous les paramètres que vous montriez tout à l'heure pour chaque zone. Voilà, c'est ça. Et c'est à disposition, je le précise bien, c'est à disposition de l'ensemble des acteurs. C'est consultable librement sur le site Biodiversité Grand Est. Et on a travaillé sur 12 secteurs plus spécifiques qui nous paraissaient caractéristiques pour voir comment est-ce qu'on pouvait partager de plus précisément ce diagnostic, ce bilan avec les acteurs du territoire et comment est-ce qu'on pouvait construire avec eux des solutions pour y arriver. Du coup, voilà. Donc ce sont les ateliers dont vous vouliez nous parler. Exactement. C'est ça, tout à fait. Ça. Ouais, parce que c'est histoire d'utiliser cette donnée pour la rendre concrète sur le terrain. Voilà, je pense que c'est un volet important, c'est la région, on a porté cette étude, mais pour que les gens se la réapproprient, pour que les gens l'utilisent après et que les acteurs du territoire puissent l'utiliser. Donc, je présente succinctement un exemple sur Moselle-Amont. C'était un des ateliers qu'on a pu organiser. Donc, on a recaractérisé ensemble l'ensemble du secteur avec les aménagements en eau, sur l'eau qui existent, les volumes d'eau, l'État aussi, c'est important. Alors, qui est présent à ces ateliers? Alors là, on avait bien sûr les acteurs classiques, région, État, agence de l'eau, mais aussi les communautés de communes, les syndicats locaux de gestion, les syndicats d'eau, le PTB du territoire, les élus. C'est important de ne pas être entre techniciens, d'avoir un travail avec les élus sur ce volet, les représentants agricoles, les représentants industriels, les représentants de l'ensemble des usagers de l'eau aussi. Je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse, parce que la solution, elle n'est pas que sur une catégorie d'acteurs, mais c'est à tout le monde de contribuer sur ce sujet. Donc vous leur présentez à chaque fois ces résultats. Voilà, on a présenté ces résultats, les enjeux économiques selon les différents secteurs. Alors c'est à chaque fois très caractérisé, hein. Il y a des endroits où il y a de l'irrigation, donc on va parler pas mal aussi sur l'impact et les besoins agricoles. Il y a des endroits où il n'y avait pas d'irrigation, donc c'est un sujet qui était très peu abordé sur le volet, mais plus peut-être des consommations industrielles, de l'activité touristique. On a travaillé avec le bureau d'études qui nous accompagnait et des experts sur l'évolution des usages. Alors, c'est pas évident de se dire, quelle va être l'évolution des usages dans la consommation domestique en 2030, en 2050. La même chose sur le volet agricole, sur le volet industriel et sur l'hydroélectricité. Donc ça, c'était c'est un gros travail. C'est du débat, c'est des échanges d'experts, mais ça permet quand même de présenter, de dresser une ligne d'évolution. Et du coup, on a aussi travaillé, alors c'est assez indigeste le tableau, mais c'est l'évolution des rejets aussi on a travaillé
sur l'alimentation en eau potable. Si on consomme moins d'alimentation en eau potable, il va y aussi avoir à un moment moins de rejets dans les milieux. Donc on a tous ces volets ont été travaillés et sont consultables pour arriver à ces ateliers territoriaux où on a présenté les données chiffrées qu'on a souhaité les plus objectives et les plus illustratives possibles pour poser le diagnostic, expliquer les scénarios qu'on a pris, qu'on a retenus, comment on a travaillé. Et on a souhaité aussi que du coup, ces ateliers puissent travailler sur les stratégies envisagées. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir un territoire qui soit résilient par rapport au manque d'eau, en dégageant des enjeux, en partageant les solutions, en partageant les échanges. Et l'idée, c'était d'arriver à une stratégie à décliner dans le territoire pour répondre à ces enjeux. Cette stratégie, elle s'appuyait dans un premier temps sur les choses somme toute classiques, mais avec une priorité aux économies d'eau. Donc effectivement, c'était de voir comment on pouvait identifier des économies d'eau qui étaient nécessaires et possibles dans le territoire, de territorialiser aussi ces économies, de voir, de les ventiler par type d'usage, parce qu'encore une fois, je pense que ça concerne tout le monde dans ce volet-là, et tout en anticipant, et je pense que c'est important, les impacts économiques. C'est-à-dire que c'est facile de dire on va baisser de temps en temps sur l'agriculture, on va baisser de temps en temps sur la consommation industrielle, on va baisser sur l'AEP, on ne peut pas parce que c'est une obligation, enfin voilà, on peut inciter, mais on ne peut pas forcer sur l'alimentation en eau potable, mais c'est important, voilà, il y a une activité économique derrière, donc il faut l'intégrer, parce que ça permet aussi d'identifier les activités impactées, d'identifier les choix et de construire des choix de territoire qui se font pour définir les solutions d'adaptation. Alors, il y a une petite illustration, moi j'aime bien parce que je trouve que ça apporte un peu de verre, un peu d'espoir. On peut prendre le temps peut-être de la regarder. Dans cette démarche, mais ça mobilise tout le monde effectivement sur l'amélioration et la sécurisation des systèmes d'alimentation en eau potable. C'est un vrai sujet, c'est un objectif fort aussi d'éviter toutes les pertes d'eau liée par l'alimentation en eau potable, c'est de travailler dans une gestion collective. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans cette présentation, mais c'est le travail ensemble dans les zones à enjeu, parce que la solution, elle ne viendra pas d'un seul secteur d'activité. D'avoir aussi de travailler sur les systèmes de pilotage lorsqu'on a de l'irrigation. Là aussi, les choses sont engagées, on pilote de plus en plus fin, de manière de plus en plus précise. On peut aussi avoir recours à des techniques ou des cultures plus économes en eau. Ça, ce sont des volets qui se développent. De travailler ensemble aussi collectivement sur les prélèvements. C'est d'être dans cette démarche. Pour les industries, c'est aussi d'améliorer les process. Les industries étaient déjà beaucoup engagés dans toute la démarche sur le volet énergétique, sur les flux matières, et de plus en plus maintenant intègrent le flux eau dans leur démarche pour l'optimiser, tout simplement parce qu'ils souhaitent, et c'est tout à fait compréhensible, enlever l'aléa, le risque eau dans leur procédé. Et puis ce travail sur la récupération, la valorisation des eaux de pluie qui peut être mené dans le territoire. Alors, vous nous avez tracé les problématiques, les solutions. On imagine que vous, à la région, vous agissez aussi. Vous avez des leviers de soutien, des aides financières, des dispositifs. C'est ça que vous voulez nous détailler? Je vais être... effectivement, c'était un peu cette conclusion parce que... alors, on est sur Cyclo, on est à côté de l'agence de l'eau Rameuse, notre partenaire, et on travaille de manière très étroite, région et agence, mais on est encore un peu identifié, effectivement, comme la région peut être un partenaire pour les actions sur tout ce qui est économie d'eau, réutilisation, ce volet-là. Et donc, je pense que c'est important aussi, lors de Cyclo, de vous le préciser, de vous inviter à ne pas hésiter à venir nous voir, à venir voir ce que fait la région sur notamment un dispositif qui est changement climatique et impact sur les ressources naturelles en eau et les milieux naturels. Comment est-ce qu'on peut anticiper ce changement, parce que ça nous permet effectivement d'apporter des aides lorsqu'on est sur des études, sur l'évaluation des besoins, la disponibilité des ressources en eau. C'est tout simplement comment est-ce qu'on territorialise, on fait de manière plus précise l'étude globale. Donc s'il y a des syndicats mixtes, s'il y a des territoires qui veulent encore affiner ce travail pour encore être plus précis dans l'anticipation, on peut les accompagner. Et puis après, il y a tout le travail sur la diminution des besoins en eau. On va accompagner bien sûr les agriculteurs, c'est avec eux qu'on a commencé, qu'on travaille le plus, mais aussi les industries sur ce volet-là, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mobiliser des ressources alternatives.
il est important de voir, lorsque c'est nécessaire, comment est-ce qu'on peut mobiliser ces ressources, de favoriser, bien entendu, alors c'est important, la recharge des milieux naturels et garantir les services écosystémiques. Là aussi, c'est quelque chose d'important, et que les zones humides qu'on va pouvoir préserver, les prairies, tous les milieux naturels vont nous permettre d'être plus résilients. Et puis, le dernier secteur, effectivement, qui a été rajouté en octobre 2022 par les élus régionaux suite à l'été qu'on avait passé, c'était aussi d'accompagner les collectivités, ces communes qu'on avait identifiées dans la carte sur la sécurisation de leur alimentation en eau potable pour leur permettre de résoudre ces difficultés d'alimentation, parce que c'est un enjeu d'alimentation en eau potable, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de vie, c'est un enjeu de santé particulièrement important dans le territoire, et pour lesquels la région a souhaité s'engager aux côtés des acteurs que sont l'Agence de l'eau. Question qui me vient, votre avant-dernier onglet, pour garantir voilà, la préservation de certains milieux naturels, est-ce que ça peut passer, comme certaines régions le font, à ma connaissance, mais peut-être que je fais erreur, vous me corrigerez, par de l'achat, ou de la pas préemption, mais de l'achat de terrain pour restaurer des zones humides ou des choses comme ça? Alors, nous, on n'achète pas en direct. D'accord. On accompagne toutes les actions de restauration menées par les GEMAPiens, donc les collectivités qui ont la compétence gestion des milieux aquatiques et protection des inondations. On les accompagne justement pour ça. On souhaite aussi, lorsqu'on est... c'est important, notamment sur le volet inondation, lorsqu'on est sur un projet qui va répondre à l'enjeu inondation, on souhaite qu'il réponde aussi à des enjeux étiage, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à comment est-ce qu'on va réduire l'aléa inondation, mais on souhaite aussi que les établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, dans ce projet-là, voient est-ce que ça va avoir un effet bénéfique sur l'étiage, est-ce que ça va permettre d'améliorer le stockage de l'eau dans le sol, dans les milieux. Voilà. Tous ces volets sont des sujets qui sont poussés par la région pour avoir une vision intégratrice et une vision globale de l'eau qui, lorsqu'on regarde un peu les compétences de la région, je reviens juste sur l'étude de vulnérabilité, quelque part on se retrouve, et c'est un des choix stratégiques de la région, ça a été de voir comment l'eau peut être prise dans l'ensemble de ces secteurs d'activité, dans l'économie, les transports, l'agriculture, le tourisme, la santé, bien sûr l'environnement. Et donc ce choix a été fait effectivement de voir, et on a des leviers d'action pour tous ces niveaux-là. Et effectivement, vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas forcément le réflexe région, on pense à Agence de l'eau évidemment. On en parlera aussi un petit peu sur le secteur plus précisément de l'énergie, mais lors de la plénière tout à l'heure qui se déroule à 16h30, où il y aura une élue de la région, où effectivement on dira ça aussi, qu'il y a des dispositifs et des partenariats entre l'Agence de l'eau et la région pour aider dans les problématiques liées à l'eau. Donc on pourra y revenir. Merci beaucoup. Est-ce que je vous coupe? Est-ce qu'il y avait encore d'autres éléments? Non, c'est déjà pas mal. On a beaucoup d'éléments. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alors, j'avais pas dit qu'il y aurait des questions, mais naturellement, on vous laisse la parole sur ce salon cyclo après les conférences. Ou est-ce qu'il y a des observations? Oui, monsieur, on vous apporte un micro. Oui, Jean-Jacques Hérin, Adopta. Question, vous avez émis le souhait largement que les territoires s'emparent de cette étude importante. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de régions qui l'ont faite. Donc, je crois qu'il faut souligner ce travail. Les territoires, le Parlement local de l'eau, normalement, est représenté par les sages. À ma mémoire, il ne me semble pas que l'ensemble du territoire Grand Est soit couvert par des sages. Or, c'est là qu'il va falloir quand même entre guillemets, se disputer la ressource dès lors qu'elle est insuffisante éventuellement pour tout le monde. Donc comment agir là-dessus? Voilà, il y a la présidente de la commission environnement, Pascale Gaillot, qui est présente dans la salle et qui hoche de la tête. Mais n'hésitez pas après aussi à compléter. Qui manifestement partage votre point de vue. Donc effectivement, la région Grand Est, on n'est pas couvert par les sages comme la Bretagne. C'est une réalité. Sur ce volet-là,
je vais me permettre parce que ça a été vu en commission hier et avant-hier, il y a une feuille de route sur l'adaptation au changement climatique qui va être débattue en séance plénière la semaine prochaine par les élus régionaux, qui justement va aborder ce volet-là. Comment est-ce qu'on peut renforcer la gouvernance? Ça passe par des sages, là où c'est pourrait être pertinent, et voilà, il y aura peut-être des propositions sur ce volet, pas forcément partout, mais on a d'autres outils aussi, et notamment l'idée, on a sur le Rhin, on a engagé une démarche de plan Rhin, on a essayé de construire notre plan Rhin modestement par rapport à ce qui peut exister en France, mais on l'a démarré et ça prend de l'ampleur, ça s'appelle... Rhin vivant, voilà, donc et ça permet de mettre les gens autour de la table et de construire cette vision. Notre vice-président en charge de la transition écologique, François Werner, va animer une réunion la semaine prochaine sur la Moselle, en préfiguration, pour dire voilà, il n'y a pas de sage, mais c'est une des propositions de l'ANEB, et c'est une proposition qui était sortie de l'atelier dont je vous ai parlé, l'atelier 26 Moselle-Amont, de dire on a besoin aussi à l'échelle de la Moselle, de l'ensemble du bassin versant de la Moselle, de se voir. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on va créer une clé sans sage à l'échelle du bassin versant? C'est pas impossible. En tout cas, d'avoir quelque chose de ce type-là qui pourra se construire pour mettre les gens autour de la table, pour partager ce que font les uns les autres, parce qu'il y a des actions qui sont faites et des acteurs du territoire n'en ont pas connaissance. Et c'est déjà le premier niveau, c'est on partage la connaissance ensemble de ce qu'on fait, et après de construire ensemble des choses. Et donc la région a pris l'initiative sous la présidence de son vice-président, d'organiser cette réunion avec l'agence, avec les services de l'État, avec les acteurs, les EPCI du territoire, les établissements publics territoriaux de bassin. C'est ce sujet-là. Voilà. Sur la Moselle, il y a ça. Sur la Meuse aussi, on a un EPTB qui a quasiment le travail sur toute la Meuse et qui a essayé de construire un Interreg qui n'est pas passé, mais il repart sur un nouvel Interreg pour mobiliser. Là, ça sera même à l'échelle internationale avec les Belges et les Néerlandais. Et sur la Marne, je serai vendredi à un forum de l'eau sur la Marne, techniquement, pour présenter aussi cette étude. Et donc l'idée, ça va être effectivement aussi de susciter ces démarches. Donc on est prêt à accompagner, on pousse. La région, alors je ne l'ai pas précisé, c'est une erreur de ma part, on est une des 4 régions françaises à avoir sollicité, obtenu la compétence concertation et animation dans le domaine de l'eau. Il y a Pays de la Loire, Bretagne et PACA également qui a cette compétence. Et donc on est aux côtés de l'agence justement pour travailler sur ces sujets-là et puis pour apporter cette concertation. Est-ce que ça répond à votre question ou est-ce que Madame veut compléter? C'était complet, merveilleux. Et j'ajoute, Monsieur Hérin, qu'on vous retrouve demain pour une conférence sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Merci à vous d'avance et merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations sur tout ce qui a été dit? Oui, monsieur, merci. Oui, bonjour, Étienne Odo, Antea Group. J'aurais une question pratique sur l'accompagnement de la région. C'est en direction des collectivités uniquement, enfin des acteurs publics, ou également potentiellement des acteurs privés ou des industriels? Alors, oui, ça dépend quel accompagnement, quel type d'action, mais de manière globale, on accompagne... de la restauration de mares, par exemple, ou de milieux humides. Alors, on a un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Entreprise, eau et biodiversité, qui va être relancé en commission la semaine prochaine, qui permet d'accompagner des entreprises qui vont travailler sur leur foncier sur ce volet-là. Ça, c'est plutôt sur le volet extérieur, tout ce qui est milieu naturel. Et puis on a, dans le cadre, il y a une démarche en région Grand Est qui s'appelle Grand Est Transformation, Grand Est Transformation, le GET, sur un volet environnement pour accompagner les entreprises dans le cadre d'une analyse de leur activité à 360 degrés dans laquelle on prend en compte les enjeux eau, biodiversité, énergie, mais aussi numérique, sécurité, enfin approvisionnement, tous les sujets. Et dans le cadre de cette démarche pour accompagner les entreprises dans leur transformation pour s'adapter au futur, on est en train de construire. On a une consultation en cours pour financer des diagnostics eau pour ces entreprises, pour leur permettre effectivement d'établir, dans le cadre de ce parcours de transformation, un diagnostic sur leur consommation et sur leur rejet, et de voir quelles pourraient être les solutions possibles pour réduire leur consommation et améliorer leur rejet.
Donc voilà, on s'adresse tout autant aux entreprises qu'aux agriculteurs, aux acteurs du tourisme également, un type d'entreprise un peu plus spécifique, mais également aux collectivités lorsqu'on est sur des actions de récupération d'eau de pluie sur les bâtiments publics, d'économie d'eau sur les bâtiments publics ou d'économie d'eau dans les établissements de santé, ce genre de choses. Donc sur le sujet que monsieur évoquait, dans quelques semaines, c'est ça, un appel à manifestation d'intérêt? Alors sur entreprise et biodiversité, ça passe en commission permanente, je crois que c'est le 7 juillet, la date de la commission permanente pour annoncer en plénière, donc c'est le 29-30 juin. Donc ça ouvrira donc voilà, sur notre site, on a un appel à manifestation, ce qui permet de financer des actions concrètes de restauration de milieux sur le foncier des entreprises. Donc à suivre. Alors si vous venez sur le stand de la région, on a la collègue qui anime la région. On est lauréat d'un LIFE intégré, s'appelle LIFE Biodivest, sur 10 ans, qui permet d'injecter 40 millions, qui mobilise 40 millions d'euros en faveur de la biodiversité et de l'eau dans le territoire. Et on a des collègues, ça a permis de mettre de l'ingénierie dans les territoires. On a 8 collègues accompagnateurs pour accompagner les projets dans les territoires. Et donc ma collègue Josepha, qui est sur le stand aujourd'hui, pourra aussi vous donner les coordonnées très localement pour avoir la bonne personne qui va pouvoir vous accompagner, conseiller sur le projet et puis vous indiquer aussi quels peuvent être les partenariats avec la région, les agences de l'eau, l'État, l'OFB. Ouais, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc poursuivez les échanges sur les stands, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? On a le temps encore. Si vous voulez revenir sur des points spécifiques ou des secteurs ou des filières qui ont été évoqués. Vous avez été tellement complet et exhaustif. Monsieur Hérin, on vous redonne la parole. Oui, je vais en rajouter une du coup. Vous avez évoqué les eaux pluviales. Je pense que compte tenu du changement climatique, et vous l'avez évoqué, pas forcément moins d'eau globalement à l'année, mais une répartition beaucoup plus différenciée, j'allais dire, avec des événements de plus en plus forts. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus performant sur la gestion des eaux pluviales et être en capacité à gérer, y compris des pluies assez importantes. Voilà. Je crois que ça, c'est un enjeu. Alors, il y a la doctrine Grand Est qui est déjà très, très reconnue nationalement comme en avance. Peut-être faudra-t-il la réviser et être encore plus performant assez vite. Voilà, gérer les 10 premiers millimètres, très bien. C'est effectivement 80% de la pluviométrie. Mais est-ce que ce sera suffisant pour... ne l'oublions pas, l'eau de pluie n'est que la seule source de notre eau potable. Voilà. Il est bon de le rappeler. Oui, je pense que vous soulignez bien la problématique parce qu'on aura de l'eau, on devrait avoir la même quantité à l'année. Sa mobilisation, pour ne pas la perdre lorsqu'elle tombe, va être stratégique. Effectivement, sur ce volet, les connaissances s'affinent, les cultures aussi s'affinent. Avec votre association, vous êtes à la pointe aussi pour expliquer que gérer à la parcelle, infiltrer, ce n'est pas infaisable, c'est tout à fait faisable, c'est pas compliqué et c'est même bien parce que ça apporte des services écosystémiques, de cadre de vie important et intéressant pour les collectivités. Je pense qu'on a tout intérêt, et c'est ce travail qui se construit dans les territoires, ce partage de connaissances, ce partage de solutions, et c'est pour ça aussi que j'avais souhaité, dans le cadre de la présentation de l'étude de vulnérabilité, qui était l'idée première de cette conférence, de parler aussi des solutions, de dire que l'adaptation, elle est possible et qu'on peut faire, et il faut qu'on se mette en marche, mais on peut faire. On n'est pas face à un mur déjà, et on a encore le loisir d'avancer. Mais il faut activer là un levier, une échelle qui est celle de l'urbanisme, qui n'est pas vraiment de votre compétence à la région, qui est celle d'autres collectivités. Donc il faut travailler avec les autres collectivités aussi. Ouais, mais on a une petite compétence quand même, parce que la région, on est chef de file sur le schéma régional d'aménagement, de développement durable et équilibré des territoires, le SRADET. Voilà, on attendait l'acronyme. Et donc effectivement, on a aussi l'occasion, il est actuellement en révision, dans ce cadre-là aussi, de rencontrer les acteurs de l'aménagement du territoire et de dire, il y a un objectif fort, c'est si on
imperméabilise en milieu rural, on doit compenser à 100% l'imperméabilisation en milieu rural et à 150% en milieu urbain. Donc c'est de se dire, voilà, c'est inscrit dans le SRADET, c'est une obligation, le SRADET s'impose. C'est assez fort et ça fait partie des débats, des enjeux qu'il faut partager avec les acteurs du territoire pour qu'ils prennent bien en compte cette règle et qu'on puisse gérer l'eau à la parcelle, qu'on puisse désimperméabiliser, qu'on puisse infiltrer dans les territoires. On vous invite à la conférence demain matin à 9h30. C'est vous qui pourrez poser des questions à Monsieur Hérin. On inversera les rôles. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou questions? N'hésitez pas. Et sinon, pour résumer, pour conclure, est-ce que face à ce problème, on l'a vu, qui nous dépasse tous, qui est global, est-ce que vous pensez et vous croyez que les réponses sont justement à l'échelle locale, enfin régionale en l'occurrence, mais je veux dire à une échelle plus resserrée? Oui, non, je pense que tout à fait, les réponses, elles se construisent dans les territoires, à une échelle de cadre de vie. Et je pense que aussi les réponses, elles vont se construire avec les non-spécialistes. Alors, je suis désolé parce qu'on est entre spécialistes ici, c'est bien, ça. Mais c'est important aussi de pouvoir transmettre cette info, transmettre cette sensibilisation, partager ces constats et de dire qu'on peut faire avec les non-initiés. Ceux qui voient encore la chose un peu de loin et qui se disent que c'est compliqué, et justement de pouvoir aller rencontrer ces cercles-là pour partager ce constat, partager les solutions, et c'est comme ça qu'on va effectivement avancer. Et c'est là où la région apporte sa spécificité, sa complémentarité par rapport aux agences de l'eau de son territoire. C'est parce qu'on a une compétence en économie, formation, santé. On a l'habitude de rencontrer ces acteurs dans d'autres cadres, et l'objectif, c'est, entre guillemets, je vais faire le coucou. je vais dans les réunions, dans les rencontres des autres acteurs du territoire pour diffuser, partager cette information. Et pour que ces problématiques infusent dans chaque filière. On souhaite irriguer le territoire par ces problématiques. Voilà, dans tous les sens du terme. Est-ce que grand public, lui, y a accès à ces études? Est-ce qu'elles sont publiques? Est-ce qu'elles sont, par exemple, sur le site de la région? Alors, les documents de synthèse de l'étude de vulnérabilité seront accessibles, ils doivent l'être pour le 29. Parce qu'en séance plénière, ils seront présentés en séance plénière du Conseil régional. Donc, ils sont encore à la phase de l'ultime validation. Ils se veulent très exhaustifs. Ce sera des documents qui posent un cadre. Il n'y aura pas de solution derrière. C'est vraiment un document qui est là pour présenter factuellement ce que la vulnérabilité des territoires par rapport au changement climatique. Et je le mentionnais sur Biodiversité Grand Est, on a l'étude sur les besoins ressources qui est disponible, complète, avec les chiffres, les tableaux. Alors ça peut être assez... il y a une synthèse, mais il y a certains sujets qui peuvent être assez rébarbatifs, mais on peut rentrer dedans, on peut se l'approprier, on peut le réexploiter derrière, c'est là pour ça. Et de manière globale aussi, je pense qu'on a en Grand Est, on a un volet sensibilisation pour le grand public, et on mobilise aussi 65 associations d'éducation à l'environnement qu'on accompagne et dont un des sujets est aussi l'adaptation au changement climatique dans ce qu'elles font par rapport notamment au public scolaire et au grand public. Et beaucoup de choses se jouent là. Merci beaucoup. Sans regret, plus de questions. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette conférence et d'avoir participé aux échanges. Et merci surtout à vous, Lionel Gress. On va vous laisser prendre une pause. Merci pour cet état des lieux parfois difficile, mais avec des perspectives d'action, des solutions. Et c'est ce qui mobilise beaucoup de monde sur ce salon cyclo. On se retrouve à 14h30, mais cette fois, ce sera pour le CEDEC, donc le rendez-vous régional des collectivités et des entreprises du déchet et de l'économie circulaire. Nous parlerons de la gestion des déchets du bâtiment, avec notamment la REP. La REP, c'est la responsabilité élargie du producteur, qui est mise en place dans ce domaine depuis le début de l'année. On vous explique ça tout à l'heure. Et le temps fort également, à 16h30, la conférence plénière de ce salon, où l'on retrouvera la région Grand Est sur la thématique de l'eau et de l'énergie, parfaitement dans l'actualité. Il y aura aussi l'ADEME, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, l'Eurométropole Strasbourg. À tout à l'heure et bon appétit et merci. 3, 2, 1.